La Bank of America publie dans son rapport biannuel des données assez optimistes sur l'économie israélienne. Pendant ce temps, une recrudescence d'ouverture de supermarchés discount. On salue cette initiative qui fera plaisir aux Israéliens. Vous le connaissez, il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie et notre spécialiste en matière de nouvelles économiques qui sont parues dans la presse. Nous allons faire le point avec lui. Bonjour Daniel Guggenheim. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer par un rapport biannuel de la Bank of America sur l'économie mondiale et bien sûr, il inclut Israël et il est plutôt optimiste. Tout à fait. Il faut d'abord présenter qui c'est la Bank of America. C'est une des 4 plus grandes banques américaines. Il y a 10% des épargnants américains qui sont gérés par cette banque-là. Donc c'est quelque chose de très important en Amérique. Et elle fait 2 fois par an une analyse mondiale, justement pour renseigner ses clients. Et donc c'est très intéressant parce que c'est une analyse professionnelle elle n'a pas un conflit d'intérêt avec n'importe quoi. Ce qu'elle dit, c'est vraiment. Donc il parle de tout en fait. Il parle de tout. Alors d'abord il faut dire au niveau mondial, ils sont plus optimistes que s'ils avaient été à leur dernière publication où ils avaient parlé d'une croissance mondiale de 2,8% en 2024. Là, ils ont monté à 3,2%. Donc, c'est bien parce qu'ils disent, en gros, l'inflation baisse dans le monde et on voit que il y a de nouveau une meilleure croissance et que ça s'accélère. Donc, ça, c'est une bonne chose. Une autre chose qu'ils disent, ça, je pense, intéressera beaucoup d'auditeurs ici qui parlent en dollars, etc. Ils ne pensent pas que la Fed, c'est-à-dire la banque américaine, va baisser ses taux jusqu'à la fin 2024. Le marché financier avait anticipé qu'il en aurait 2 ou 3. Et là, ils disent, avant décembre, ils ne voient pas la Fed le faire, il pense qu'il sera très prudent, donc c'est intéressant à savoir et à prendre des dispositions en fonction. Maintenant, ce qui concerne Israël. Ah oui, ce qui nous intéresse. Alors, point de vue du déficit budgétaire, ils disent, écoutez, maintenant, le déficit budgétaire, moi je vous dis, il était à 7%, c'est le dernier chiffre. Le ministère des Finances a peur que ça aille jusqu'à 8 ou 9%. Eux, ils disent que s'il n'y a pas de guerre au Nord, encore une fois, ils répètent ça d'ailleurs tout au long de leur analyse sur Israël. Ils disent si ça reste comme c'est maintenant, nous on est plus optimistes que le ministère des Finances et on pense que Israël terminera son déficit budgétaire autour de 6%, ce qui est d'ailleurs l'objectif du gouvernement et donc c'est une bonne chose à ce niveau-là. Ils disent pourquoi d'ailleurs? Ils disent parce que nous pensons d'ailleurs que l'incroissance en Israël en 2024 sera bien meilleure que ce que le ministère des Finances prévoit, c'est 1,6%. Nous prévoyons plus de 2% et ce qui peut expliquer ça peut aussi expliquer cela parce que bien sûr ça fait plus de recettes à l'État. D'ailleurs, il me semble que les derniers chiffres prouvent qu'ils ont, oui, raison par rapport à la prudence du ministère. Donc, les Américains plus optimistes que nous, oui. en fait. Et enfin, une dernière truc aussi, concernant l'inflation. Ils disent que en 2024, 2,7%, en 2025, 2,8% et en 2026, 2,3%. Donc, on voit que vraiment en 2026, on sera vraiment au milieu de ce que le gouvernement il veut qu'il y ait. Et ils sont donc optimistes que l'inflation va baisser en Israël de façon graduelle. Ça nous fait plaisir à nous que on se place souvent et on a raison de voir qu'il y a une belle hausse des prix. Mais seulement, il pose une condition à tout ça. Il précise bien que tous ces chiffres fonctionnent tant qu'il n'y a pas de guerre dans le Nord. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ils insistent beaucoup, comme je l'ai dit, surtout pendant tout le rapport et sur chaque point qu'ils disent. Et c'est évident puisque c'est un autre scénario. Bien sûr. Bon, alors évidemment, dans tout ça, on le sait aussi, hein, nous on le sait ici, mais eux aussi apparemment l'ont noté. Israël est un des pays le plus, on va dire, le mieux préparé, sera plus juste, à l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, ça pèse dans la balance. Oui, c'est incroyable. C'est dans la fin de la note, ils disent, voici les pays que nous pensons dans le monde entier les mieux préparés à cette révolution de l'intelligence artificielle. Ils parlent de la Corée du Sud, de Taïwan, des noms qui peuvent nous sembler logiques parce qu'ils sont très très forts en technologie. Et ils disent, sachez qu'Israël fait partie du top pour nous de l'intelligence artificielle. Donc c'est là aussi un satisfecit sur Israël. Bon, alors, on le sait, Daniel, on parle beaucoup de la vie chère en Israël, un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Et là, alors là, une nouvelle qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs, surtout s'ils sont salariés et surtout s'ils sont adhérents du syndicat de la Histadrout. La Histadrout a ouvert un supermarché en ligne, beaucoup moins cher que les autres, évidemment, on imagine. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Daniel ?
Oui, comme d'habitude, vous présentez bien le sujet. La Histadrout a préparé pendant 2 ans cette annonce en pompe qu'elle a mis cette semaine dans la presse financière israélienne. C'est arrivé cette semaine avec une subvention de 20 millions de shekels jusqu'à 2024, en disant, comme vous l'avez dit, pour mes 800 000 adhérents, je propose d'ouvrir un supermarché online. On pourra acheter chez moi de tout le pays, on sera livré dans tout le pays et on sera livré avec deux problèmes. D'abord, il faudra payer 30 shekels pour la livraison, donc c'est pas bien si vous achetez qu'une chose. Et deuxièmement, il faudra aussi attendre assez longtemps. Il parle de 5 à 7 jours. Donc 5 à 7 jours, c'est vrai que c'est long, mais bon, en même temps, il n'y a pas de produits frais, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de fruits et légumes. Donc on va dire que ça peut tenir. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors d'abord, c'est 700 produits. Et je vais donner quand même des produits qui sont très, très utilisés par les Israéliens en général et que vous allez voir vraiment les grandes différences. D'abord, ils disent, le Colgate, c'est un dentifrice que beaucoup utilisent. En moyenne, des prix dans les super normaux, même y compris Rémy Lévy, on trouve ça autour de 12 shekels. Eux, 5 shekels chez eux. Donc c'est vraiment, là, il s'agit 50% de différence. La boîte de 4 conserve en thon, 13 shekels, alors que d'habitude c'est plus de 20, voire même 25 des fois. Les pâtes Barilla, ils proposent à 3 shekels, des fois entre 6 shekels, des fois entre 8 shekels même, donc c'est aussi également très attractif. Enfin, l'huile d'olive, 750 millilitres, eux, ils la proposeront à 29 shekels. Des fois, c'est souvent beaucoup plus que 30, ça, c'est sûr. voire encore bien plus. Et donc, c'est permis parce qu'il y a eu cet effort de subvention. Oui, ils ont mis beaucoup d'argent. Voilà. Ils ont subventionné, je crois, à 20 millions de shekels. 20 millions de shekels, ouais, donc c'est vraiment... bon, évidemment, malheureusement, ce n'est que pour les syndiqués. Alors, par contre, d'autres sont conscients que la vie est très chère en Israël, notamment le prix des denrées alimentaires. Et il y a des options pour nous, les consommateurs. Oui, tout peu à fait. Connues, donc écoutez bien. Oui, tout à fait. La presse financière, lorsqu'elle a parlé justement de ce projet de la Histadrout, a voulu rappeler 2 initiatives qui sont intéressantes à ce niveau-là, comme vous venez de le dire. Une, il s'appelle Hatsinor, en français le tuyau. C'est quelqu'un qui habite Beersheba, qui a fait un super, qui lui est physique. Il dit qu'il le fera d'ailleurs dans d'autres villes. Et il dit, moi, ce que je dirais, c'est que je fais à prix coûtant. Je ne ferai pas du tout de bénéfices. Je n'ai pas eu les prix, mais apparemment, c'est évident que c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et donc, on espère également que ça va faire baisser les autres. Enfin, le dernier super, dont on parle beaucoup dans la presse, il s'appelle Achichouk. Et donc, ce Achichouk-là, il dit, moi, ce que je veux dire, je fais que 20% de marge. Maintenant, celui qui a créé ça, c'est quelqu'un qui est dans l'informatique. C'est du online, il a 20 employés. Et là, il fait pour tout le pays. Et il dit, donc, moi, je pouvais faire des prix à comparaison. Je suis beaucoup moins cher que les autres puisque je donne beaucoup moins de marge que les autres. Et donc, je vous demande aussi, puisque je suis une association, si vous voulez, lorsque vous achetez, de faire un petit don à la plateforme qui nous aidera à mieux tenir. Mais ça veut dire vraiment que ce sont des initiatives personnelles et qui sont intéressantes. Et c'est intéressant parce que vous pouvez nous expliquer combien de différences il y a au niveau des marges. Un supermarché, ça marge à combien normalement? Le Achichouk prétend que les super habituels prennent jusqu'à 80% de marge et eux ne prendront que 20% de marge par rapport au prix auquel ils achètent. Donc, c'est évident que cette grande différence leur permet de proposer à la clientèle dans tout le pays, en online, des prix bien moins chers. Magnifique, et ben c'est une bonne nouvelle. Je pense que tout le monde va se précipiter sur son mail pour essayer de voir si c'est vraiment vrai. On vous croit sur parole, Daniel. Alors, on va poursuivre avec une nouvelle un peu moins réjouissante, pas très reluisante pour Israël. 9 employés de compagnies d'assurance ont vendu des données personnelles de leurs clients à d'autres compagnies, à des gens qui étaient intéressés, et bien sûr sans l'autorisation de leurs clients. Oui, tout à fait. À but lucratif, on dirait. Mais oui, ils se sont fait beaucoup d'argent sur ça. Tout à fait. D'abord, je voudrais souligner que le fait qu'ils soient traduits en justice, en épreuve de Kitav-Ishum, ils n'ont pas encore été condamnés, mais ils sont traduits en justice. Sûr. Et une opération qui a été en même temps menée par ce qu'on appelle en hébreu reshut hagana pratit, c'est-à-dire l'autorité qui est fait pour la protection de la connaissance sur des gens, des détails de la vie personnelle. Et
une deuxième chose, c'est que dans ce qu'on appelle la pratique du Amdina, c'est-à-dire ceux qui font, après la police, ceux qui sont dans les avocats qui vont se faire traduire en justice, eux, ils ont tout un département qui s'appelle cyber. Et donc ces deux choses-là, ces deux institutions ont décidé ensemble de faire d'arriver à ce résultat-là, de traduire ces 9 employés. Alors, il s'agit d'ailleurs de dizaines de milliers de détails sur les assurés qui ont été vendus. Ce sont des gens, comme vous l'avez rappelé, qui travaillaient dans des grandes compagnies d'assurance, que tout le monde connaît, Clal, Menora, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, et ils avaient accès aux données personnelles des gens. Et donc, ils avaient des collègues qui ont ouvert ce qu'on appelle des compagnies d'agents d'assurance, à qui ils ont donné les données sur les gens, des données non seulement sur leur identité, leur carte d'identité, mais leur téléphone, mais également quelle ville ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, et également quels étaient les détails de leur police d'assurance à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est très très grave, parce que et il y a peut-être beaucoup, parmi vous, qui ont reçu donc des mails, demandant comment ils ont pu savoir ça. On peut se rassurer, parce qu'ils ne vont pas rester impunis. C'était important quand même de le signaler. Alors on continue avec des nouvelles qui vont intéresser les salariés, une émission sociale aujourd'hui. Nouvelles règles en cas de congé maladie. Donc apparemment, il va y avoir du changement, Daniel. Oui, tout à fait. Pour alléger le travail des médecins, la Vodat Avodah, c'est-à-dire la commission sociale à la Knesset, a déjà voté une mesure qui rentrera, il faut le dire, que seulement en septembre. Mais seulement en septembre, on prend un peu d'avance. Voilà, mais il faut le dire, ça a été voté, donc c'est sûr. C'est ce qu'on appelle un décret, donc ça va passer. De quoi il s'agit? Quelqu'un qui est malade jusqu'à 4 jours, jusqu'à l'heure actuelle, s'il voulait de son patron être payé, il fallait qu'il aille chez un médecin de Coupatrolim et avoir là-bas un papier comme quoi il était malade. Un certificat de maladie. Maintenant, ça pourra se faire directement. Une personne n'aura pas besoin de se déplacer, même de voir un médecin. Il pourra l'avoir directement en disant à la Coupatrolim, je me sens pas bien, ou je suis malade de ça. Et la Coupatrolim lui enverra un papier. Sans se déplacer. Sans se déplacer. Et comme ça, il pourra le présenter à son patron. Alors, les patrons ont dit tout de suite à Knesset qu'ils ont peur que les gens profitent de ça pour être soi-disant malades et en vérité ne le sont pas. Alors, il est marqué dans le décret aussi qu'il sera permis à l'employeur de bien vérifier la véracité du papier que le malade aura, enfin le salarié aura présenté. Donc ça c'est important, il y a quand même une sorte de balance. Maintenant, pourquoi ils ont décidé jusqu'à 4 jours? Parce qu'ils ont dit la plupart des gens, on voit dans le métier que les arrêts de maladie sont jusqu'à 4 jours. Si c'est plus que 4 jours, alors jusqu'à 7 jours, on pourra avoir aussi un certificat médical sans avoir besoin de voir physiquement le médecin, mais il faudra avoir parlé au médecin pour ça. Mais c'est aussi à mon avis, ça allégera un allègement par rapport au travail des médecins. Ok, bon, alors c'est plutôt une nouvelle intéressante pour les salariés, moins de paperasse, en gros, c'est ça le résultat. Alors il y a une plainte aujourd'hui aussi contre le Bitoire Leumi. Alors si vous êtes handicapé ou si vous avez des proches handicapés, écoutez bien Daniel. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle, on en parle souvent ici d'ailleurs, cet instrument de tvia itsoudigit, ça veut dire aller en justice, représenter des gens et attaquer une institution ou des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est après 7 ans de combat que des associations ont dit, nous attaquons le Bitoire Leumi parce que ils ont pris des cotisations d'handicapés par rapport à leurs employeurs. C'est-à-dire, les employeurs ont versé au Bitoire Leumi des cotisations alors que leurs salariés étaient handicapés, une partie, enfin ceux qui étaient handicapés. Okay. Et eux, souvent, c'est parce qu'ils ne savaient pas que lorsque quelqu'un est handicapé, il a le droit de ne pas payer, il est exonéré de cotisations du Bitoire Leumi. Et la justice a accepté de débattre pour voir jusqu'à ce que ça va donner, parce qu'en disant, Bitoire Leumi, vous auriez dû avertir non seulement les handicapés, parce que eux, des fois, ils sont pas à même de savoir leurs droits, même s'ils reçoivent une aide il y a beaucoup d'handicaps, des gens ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Et en tout cas, de le dire aux employeurs. Et vous auriez dû immédiatement vérifier du point de vue informatique qu'ils n'ont pas besoin de payer. Donc il y a eu un trop perçu, on va dire, par le Bitoire Leumi. Est-ce que cet argent va être rendu? Oui, alors, on parle de 100 millions de shekels. Alors, il faudra voir, c'est deuxième partie de la justice. Ça veut dire, souvent dans ces cas-là, il y a certains compromis qui
qui arrive. Mais d'abord, ce que je voulais le rappeler, c'était très important pour moi, c'est que si vous entendez, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui est handicapé ou qui est proche handicapé, de bien vérifier que s'il est salarié, il est exonéré son employeur ne prend pas pour lui des cotisations pour le Bitoire Lomi. Ok, ben voilà, ça c'était important de le préciser. En tout cas, merci Daniel de toutes ces infos toujours intéressantes. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.